Installez-vous de préférence devant une toile des années 82 ou 83 et attendez un peu. Quelques minutes à peine suffiront pour que s'impose à vous tout à coup la puissance du cri singulier poussé par Jean-Michel Basquiat. Né en 1960 à Brooklyn, d'une mère portoricaine et d'un père haïtien, Jean-Michel Basquiat est assez légitimement considéré comme l'aboutissement nord-américain de tous les mouvements contestataires des années 70. Je parle de peinture, bien sûr. Mais à la vérité, Basquiat est un immense peintre, et s'il faut le rattacher à un courant artistique quelconque, c'est à celui des géants de la peinture, c'est-à-dire celui qui va de Jan van Eyck à lui-même, en passant par Velázquez, Caravaggio, Rembrandt, Goya, Picasso ou encore Francis Bacon. Son art le rattache à Lascaux, voire à Cobra, bien plus qu'au hip-hop, mais enfin ceci n'engage que moi. Au début des années 70, l'expressionnisme abstrait est le roi du marché de l'art. Selon une technique commerciale bien rodée, les révoltés d'hier forment l'establishment d'aujourd'hui. En réaction, divers mouvements se développent de façon d'autant plus imprévisible que le moteur en est souvent plus sociologique qu'esthétique. L'un des courants extrêmes de cette contestation est le graffiti art qui sollicite un grand nombre de tout jeunes artistes au destin agité et souvent tragique, au premier rang desquels Keith Haring et Jean-Michel Basquiat, dont les morts précoces à 30 et 28 ans illustrent les trajectoires précaires, ruinées par la drogue ou la maladie. Cette étrange entreprise protestataire dérive directement du courant afro-américain hip-hop né à New York en 1974. La première expression en est le tag, par lequel les jeunes noirs revendiquent une égalité légitime mais utopique. Les lieux publics offrent le support idéal à cette expression dont le pochoir, le marqueur et l'aérographe permettent une réalisation rapide, sinon automatique. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont de Brooklyn et l'art du graffiti, récupéré à son tour par le marché de l'art et les pouvoirs publics qui sollicitent les taggers en tant que décorateurs, a perdu son impact subversif. Mais la trajectoire étincelante de Basquiat échappe à toute tentative de récupération. Et de toute façon, là où il est, peu lui chaud que sa peinture soit devenue un objet de spéculation de la part de businessmen incapables pour la plus grande part d'éprouver devant elle une quelconque émotion esthétique. On a beaucoup glosé sur la relation ambiguë qui liait Jean-Michel Basquiat à Andy Warhol, certains n'hésitant pas à accuser ce dernier d'exploitation et de vampirisation du talent de son cadet, encouragé, il est vrai, par des œuvres communes assez peu convaincantes. Andy Warhol était sans doute le plus grand artiste du XXe siècle. Ces images et ces idées ont aidé à façonner la culture populaire américaine. Que ce soit la peinture, la sculpture, le cinéma ou la musique, il était toujours à la pointe de tout. Andy a changé le monde. Il a vraiment changé le monde. C'est devenu une icône au même titre que ses peintures. Like most of the people in his generation, Basquiat idolized Warhol. But Warhol was at a low point in his career when he and Basquiat met. Several people attempted then to introduce Basquiat to Warhol. One of them was Glenn O'Brien, a famous downtown writer and curator, quite talented in his own right, very formative in Basquiat's career and a very good friend to him. And he brought Basquiat to the factory. But Warhol wasn't interested. Warhol was slightly freaked out by Basquiat's blackness, by his wildness. You know, it wasn't an obviously good fit. But as I said, Basquiat had idolized Warhol from the beginning. He was, you know, the king of art for Basquiat and his peers. It was Bruno Bischofberger who brought them together. Bruno Bischofberger, again, was having lunch with Warhol in Soho, and Basquiat came up and amazingly slapped together a wet self-portrait of him. I mean, of course, Warhol was there taking Polaroids, and Basquiat just put together this amazing canvas that bring it down, still wet, to offer it to Warhol, and Warhol was completely blown away. He said, he's even faster than I am. Bruno Bischofberger, ever the businessman, thought, wow, you know, hot downtown star, famous artist, let's put them together, and he cooked up the idea of them doing collaborations.
Basquiat came along at a really good point in Warhol's career. Although Warhol was wildly famous in the years that Basquiat was growing up, by the time he met Basquiat, he was kind of a washout. And he really needed some kind of injection of energy, and Basquiat provided exactly what the doctor ordered. He was this shot of downtown energy, he was exotic, he was, off the chart, subversive, he was full of life, he was a painter, and he got Warhol to paint again. They were really good for each other in the beginning. They were inseparable, they were seen all over town together. The collaborations were huge canvases that combined Warhol's logos with Basquiat's doodles and scribbles. Neither of them were at their best doing them. It wasn't a bad idea that Bischofberger had, it just didn't work, it didn't mesh. Their styles were too different, their working styles were too different. I mean, Warhol was very disciplined, Basquiat would wander in, midday, stoned, that kind of thing. So the final nail in the coffin was this New York Times review in which Vivian Rayner said that while she feared that Basquiat would become an art world mascot, and she had said this the year prior, it seemed that our world forces had prevailed. The question is who's using who, and this appeared to be one of Warhol's manipulations, and that Jean-Michel was all too happy to oblige and to be an accessory. Warhol knew right away that this was the end of their relationship. And it's interesting, Michael Halsband did some famous photographs for the poster and the invitation of the two of them in Everlast punching in boxing gear. Warhol essentially thought that the relationship was KO'd by the show, and it was. Basquiat didn't talk to Warhol again after that. But Warhol had been a really good influence on Basquiat for most of their relationship, and Basquiat adored him. And when he turned on Warhol because of this review and the other reviews, he was never quite the same. He did go back to drugs more than ever. Pourtant, tout indique que c'est bien Basquiat qui s'est démené pour rencontrer Warhol, et l'intimité entre eux s'est développée trop lentement pour que l'on puisse soupçonner l'aîné de manipulation préméditée. D'ailleurs, à y regarder de près, Basquiat fut tout autant que Warhol un as du marketing, et je pense pour ma part que ces deux-là se sont trouvés en toute sincérité, deux frères d'âme, deux artistes très entourés et pourtant profondément solitaires, qui se sont réciproquement nourris de cette rencontre, même si je pense qu'objectivement Andy Warhol n'a pas le 10e du talent pictural de Basquiat. Andy Warhol, who died Sunday in New York of heart failure. He was 58. And after Warhol's death, he never recovered. Toujours est-il qu'après la mort de l'homme aux cheveux blancs, la mélancolie et la toxicomanie de Basquiat augmentèrent rapidement et qu'il ne lui survécut qu'un an. Wasting your life to make ends meet. Go home at night to your color TV. Another day, another time. Another way to kill some time. There's an end to the police.